mission si vous l'acceptez. Allons-y. Est-ce qu'on dit bonjour à la caméra? Ah bah non, on la voit pas théoriquement. Non, nous on la Non, voit on va pas. se dire bonjour entre nous. Oui, on va se dire bonjour. Voilà. Salut, Bonjour. ça va? Ça va bien? Ça va très bien. Monsieur Poivet. Oh, Patrick pour les amis. Monsieur Patrick Poivet, nous sommes aujourd'hui en direct, si j'ose dire, avec la voix française officielle de Bruce Willis et aussi voix régulière de Don Johnson. Yeah. Pour une petite interview, alors on va commencer. Bonjour Monsieur Poivet. Ma première question que j'ai à vous poser, si on peut faire un bilan de votre carrière, comme ce dont on discutait de tout à l'heure. Vous avez, en fait, par quoi vous avez commencé exactement au début, vous avez commencé par des études. Ah bah oui, je commençais les études de médecine. Vous êtes allé jusqu'où? J'étais en première année de médecine, à l'époque ça s'appelait PCB. Et puis j'ai eu un très grave accident de bagnole en tant que passager. Et puis bon, je suis resté 3 mois à l'hôpital du Citeaux. Puis après, j'avais perdu le rythme des études. Donc je me suis dit, tiens, je vais m'amuser, j'avais envie d'être comédien, donc je suis allé chez Simon et puis... Et comment vous est venue l'idée de devenir comédien? C'était quelque chose que vous aviez toujours voulu ou ça vous est venu comme ça d'un coup plutôt? Ça m'est venu d'un coup, pour une raison extrêmement simple, c'est que c'est un plaisir de la vie d'être quelqu'un d'autre perpétuellement. Alors donc, puis en même temps, j'aimais les textes, j'aimais les... Voilà. D'accord. Et vous êtes resté combien de temps au cours Simon, au cours Florent? Qu'est-ce que j'allais dire? Pardon? J'allais dire une bêtise. Vous êtes resté combien de temps au cours Simon? Pas longtemps. Pas longtemps. Je suis resté 1 an et après je suis rentré au conservatoire en me présentant. Parce que quand on fait des études de médecine, on a l'habitude de se présenter aux examens. Moi, je me suis présenté aux examens sans demander la permission. J'ai été pris. Il n'était pas content du tout. Ah bon? Parce que théoriquement, le cycle est de 3 ans. Moi, je suis rentré au bout d'1 an. Voilà. Simon? Je suis rentré au conservatoire au bout d'1 an. D'accord, vous êtes allé dans quel conservatoire? De Paris. Conservatoire de Paris. National. Ouais. D'art dramatique? Vous êtes resté... En général, oui. Ouais. Au mieux. Qu'est-ce que je raconte? On pourra couper ça à la caméra. Mais non, au contraire, c'est drôle. Continue. Oui, c'est sûr. Et vous êtes resté combien de temps au conservatoire ensuite? Comme tout le monde, 3 ans. Ah, c'est 3 ans le conservatoire? Oui. Ah, je croyais que c'était que 2 ans. Non, c'est 3. À l'époque, c'était 3. Peut-être que c'est 2 maintenant. Ça m'étonnerait. C'est 3, je pense. D'accord. Et vous avez commencé par quoi? Comment vous avez fait vos premiers pas dans le milieu? Vous avez commencé par du théâtre? Ah bah que le théâtre. Alors là, non. Alors là, il n'y a même pas de discussion possible. Pour pouvoir faire quoi que ce soit dans ce métier, il faut d'abord être comédien. Ça, c'est clair. Donc, c'est quand on vous voit sur une scène de théâtre qu'on vient vous chercher. C'est pas parce que vous êtes... vous voulez faire machin truc dignement de boule qu'on va venir vous chercher. Non, c'est pas du tout ça. Il faut d'abord être sur une scène de théâtre où vous allez donner le meilleur de vous-même. Et puis, il y a des gens à qui ça plaît beaucoup. Parce qu'il y a encore des gens qui font leur métier, qui vont au théâtre. Et ils vous demandent si éventuellement ça vous intéresserait de faire du doublage, de faire de la post-synchronisation, de tourner, ouais. Mais alors comment ça s'est passé pendant que vous étiez au conservatoire? Vous faisiez en même temps du théâtre à côté? Et non. Le conservatoire, à l'époque, était partie prenante intégrale. On ne pouvait pas, étant au conservatoire, jouer ailleurs. D'accord. Okay. C'était 8h, 9h par jour. De cours? De cours, oui. Conservatoire, ok. Mais donc vous n'aviez pas de travail à côté en fait? Ah bah non. Une bourse, éventuellement. Vous aviez droit à la bourse? On apprend le métier. Hein. Oui, on a le droit à une bourse au conservatoire. Mais c'est surtout qu'on apprend le métier, on apprend l'humilité du métier, c'est-à-dire être pauvre. Parce que c'est pas un métier de riche, hein. Tout le monde s'imagine qu'on devient milliardaire, mais c'est fou. 90% des acteurs et actrices actuellement ils sont pas loin du SDF quand même. Voilà.
Mais alors ça consiste en quoi exactement quand on t'en parlait par exemple de Marion Cotillard ou de Guillaume Canet, tous ces gens qui sont au sommet, en gros? Bah, ce sont des stars. Star, ça veut dire qu'on véhicule, on est, comme on dit, bankable. Ils sont d'abord de merveilleuses comédiens et comédiennes. Mais en plus, il y a la rencontre avec le public, il y a le film qu'il faut, au moment où il faut, et puis voilà. Mais toutes les stars sont de gigantesques acteurs et actrices, ou actrices et acteurs, si vous voulez, suivant la parité. Voilà, quoi. Et pour revenir sur votre carrière, vous avez après le conservatoire, qu'est-ce que vous avez fait après le conservatoire du coup? Eh bien, vous avez fait vos premiers pas tout de suite tout de suite au théâtre. Dans le monde du théâtre? Immédiatement au théâtre, où j'ai joué pendant, on va dire, 18-20 ans tous les soirs. Tous les soirs? Mais oui, parce qu'à l'époque, une pièce se jouait 3000-3500 fois. Maintenant, c'est fini, ça n'existe plus, parce qu'il y a la télévision qui est venue changer tout ça, si vous voulez. Mais la télé était à l'état d'embryon, donc les gens sortaient, allaient au théâtre, aimaient les nouveaux auteurs. On pouvait créer des auteurs comme Monsieur Obalia. C'était énorme. Mais quand vous travaillez, vous étiez par exemple dans une troupe ou Ah non, pas du tout. Pas du tout. Et donc comment ça s'est fait? C'est simple, quand on est au conservatoire, il y a un concours de sortie où généralement les directeurs de théâtre viennent, théoriquement. Enfin, à l'époque, ils venaient. Il y avait les attachés de presse, il y avait les agents, il y avait les auteurs. Et ils vous voyaient sur scène, et puis ils faisaient « Oh putain, il est bien !» Et j'écris ça leur donnait à l'esprit, ils vous appelaient. Voilà. D'accord. Vous n'aviez pas de travail, vous aviez toujours pas de travail à côté, ou vous faisiez que du théâtre, c'était tous les soirs Et là, je touche du bois, j'ai eu cette chance, je n'ai jamais rien demandé à personne, et j'ai toujours vécu de mon métier. Voilà, ça c'est encore une exception qui confirme la règle. Est-ce qu'il y a des rôles qui vous ont marqué? Tous. Parce que j'imagine qu'en 18-20 ans de théâtre, il y a peut-être, je sais pas, des rôles qui vous fait vivre plus des choses que d'autres. Les grands valets de Molière, c'est le rêve de tout acteur quand on a entre 25 et 35 ans de jouer les valets de Molière. C'est-à-dire Scapin, Sganarelle et les autres. Et puis après, je sais pas, tout ce que j'ai fait, ça m'a enthousiasmé en fait. Vous avez fait... Vous avez dit 3500 représentations pour une pièce? Ah bah oui. De théâtre? Oui. Et vous en avez fait combien des pièces? Pas des masses en plus. Si, j'en ai... Bon, les autres c'était 1 an. Mais une pièce de Jean Anouilh, par exemple, de Monsieur Anouilh. J'ai joué une pièce avec Monsieur Paul Meurice. C'est au moins 5 ans. 5 ans? Ouais. 5 ans sur scène, tous les soirs? Mais oui, tous les soirs, sauf le lundi et basta. Mais c'est des tournées en fait? Et l'été? Pas du tout, dans le même théâtre, à la Comédie des Champs-Élysées. Et une pièce, elle arrive à tenir comme ça pendant 5 ans? Je vais vous raconter une anecdote gigantesque. C'est Monsieur François Perrier, que tout le monde connaît, qui est un des plus grands acteurs du XXe siècle, qui a commencé à jouer à l'âge de 14 ans et qui a fini sa vie à 73-74 ans en jouant toujours. Entre-temps, il a tourné des films, il a tout fait. Il a créé l'audio de Valentin VIII pour les sourds, pour les malentendants, pardon. Il a joué tous les soirs de sa vie. Il a commencé avec On Purge Bébé, il avait 16 ans. Et il a fini à 73 ans. Et il a joué, à votre avis, combien de pièces entre l'âge de 16 ans et 76 ans? Ça fait 60 ans. Il a joué 17 pièces de théâtre. Et il a joué tous les soirs de sa vie. Monsieur François Perrier. Oui, quand même. Ouais. 60 ans. Ouais. 17 pièces de théâtre en 60 ans.
tous les plus grands auteurs. Et simplement, il jouait cette pièce. Et il la jouait 5 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bobos, il a je sais pas combien. Insensé. Il y a une pièce, je crois qu'il l'a joué 13 ans. C'est ouf, hein. Oui, quand même. Bah, vous prenez un exemple qui n'est pas très vieux, ça s'appelle La Cage aux Folles. Monsieur Poiret, Monsieur Serrault, Monsieur Serrault, Monsieur Poiret. Ils l'ont joué 8 ans. Tous les soirs. Tous les soirs. Et le dimanche, matinée, soirée. Il se reposait le lundi. Et en plus, il tournait dans la journée. C'est fort, non? Mais oui, quand même, non? Mais vous faisiez d'autres choses à côté, d'autres projets, du cinéma Des projets actuels? Non, avant, quand vous étiez justement pendant cette période où vous avez après le conservatoire. C'est le paradoxe. C'est le paradoxe quand on joue au théâtre tous les soirs. Les réalisateurs aimeraient bien vous faire tourner, mais comme vous êtes au théâtre tous les soirs pour la durée, parce qu'on signait pour la durée, ils essayaient de trouver des périodes où on pouvait tourner. Mais simplement, on ne peut pas tourner. Il y a un mois de tournage dans le sud de la France. Ben, on ne peut pas parce qu'on ne va pas rentrer tous les soirs. C'est pas possible. Le torchon, il se lève. Et donc, en général, ils essayaient de caser les tournages l'été, quand il y a relâche, disons, ça, à partir du 25 juillet, 15 juillet, et encore même pas des fois 30 juin. Et on reprend aux alentours du 16 août pour les répétitions. Alors, donc ça vous aide énormément, en fait, le théâtre. Le fait de passer, de jouer une pièce 3500 fois, ça vous aide énormément. Pour les rencontres, rencontrer des gens. Ça aide et ça nuit. Alors il y a les deux. Parce que comme on sait que vous êtes prisonnier du théâtre, on aime bien, on vous aime bien, on aime bien vous voir, mais on sait que vous n'êtes pas libre. Et puis l'avantage, c'est que quand quelqu'un vous veut vraiment, au point de vue artistique, bah, il met les dates quand il faut. En fonction de vous. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec tous les grands, il ne faut pas rêver. Mais vous avez tourné des films, des courts-métrages pendant votre carrière? Bien. Donc ça, c'est venu après la sortie du conservatoire et oui, non, mais c'est notre métier. Notre métier, c'est quoi? Comédien, ça remplit comédien ou acteur, ça veut dire la même chose. Hein. Il y en a un, c'est anglo-saxon, acting, et puis comédien, c'est comédianté, toujours. Il faut savoir tout faire, c'est une palette. Sinon, bah, vous êtes SDF. D'accord. Et vous avez eu quoi comme premier projet de cinéma? Le cinéma face à la caméra, je veux dire. Est-ce que c'était un court-métrage, un long-métrage, non. Une figuration Non, c'est un très bon long-métrage. Avec un nom qui porte bonheur, qui s'appelait Edith Piaf. Il s'appelait Piaf, qui a été produit par les Américains. Et puis, très joli rôle, le rôle de Asso, de Raymond Asso, qui était le répétiteur de Piaf. Voilà, puis j'avais 25 ans. 25 ans? Ouais. Beaucoup de chance. Ouais. Ça va à la chance, mais il faut aussi la chercher. Il faut aussi pousser le destin. De toute façon, dans ce milieu-là, c'est ce qu'on dit. La chance, c'est... Il faut arrêter avec la chance. La chance, on l'a une fois. Il y a quelqu'un qui vous croise, qui dit tenez, bah, j'aimerais bien, parce que ça compte. Et après, vous faites votre boulot. On fait notre boulot. Ça marche ou ça marche pas. Mais la chance, c'est pas la chance. C'est parce que vous faites bien les choses, on fait bien ce qu'on nous demande de faire. Comédien, c'est de la pâte malléable. Hein. C'est un réalisateur, un metteur en scène qui vous demande d'être comme ci, d'être comme ça, et vous rentrez de pied dedans. Mais, donc en fait, après, vous avez commencé le doublage, c'est venu après ou... Ah, complètement, parce que je me faisais chier dans la journée. Donc c'est l'idée que vous avez eue comment? Bah, c'est simple, j'ai demandé, comme ça durait, que c'était long, j'ai demandé à M. Paul Meurice, je lui ai dit écoutez, est-ce que je pourrais vous racheter mon contrat? Parce qu'il y avait des réalisateurs qui voulaient me faire tourner.
venu et il m'a dit ah non, il n'en est pas de question, tout marche, tout fonctionne, on s'entend vachement bien. C'est vrai qu'on s'entendait évidemment, parce que c'est un seigneur absolu, un prince du théâtre. Et donc il m'a fait non, non, il n'en est pas de question. Je lui ai dit bon, voilà, alors, c'est bon, pas de problème. Et bien on va en reparler. Et puis 2 jours après, il fait mais attendez Patrick, quand même, il y a des gazelles, il y en a partout dans Paris, il y a des gazelles, il y en a partout. Je fais, mais attendez, une gazelle le matin, une gazelle l'après-midi, ça devient une habitude, et ça devient très chiant. Alors. Oui, je m'emmerde, des gazelles, j'en ai mis plein des gazelles, bon bah voilà. Et il me fait, ah bah oui, vu comme ça, alors, c'est un seigneur. Connaissez-vous la post-synchronisation? Regardez, qu'est-ce que vous dites? Vous parlez de quoi? Non, je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, vous allez en entendre parler. Pop, terminé. Et le lendemain, il y a un directeur artistique qui m'appelle, qui s'appelle Monsieur Richard Hens, pour me demander de venir assister à un doublage. Puis j'y suis allé, 1 jour, 2 jours, 3 jours. C'était à côté, c'était au film du Rond-Point, à côté de la Comédie des Champs-Élysées. Et le 3e jour, il me dit, tenez, voilà un jeune lieutenant, il y a 5 répliques, vous allez le faire. Alors j'ai dit, ah non, 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 je m'en vais. Je voulais me casser. Et Dominique Paturel et Roger Carrel m'ont attrapé en me disant, arrête Patrick, t'es pas plus con que les autres. Allez, viens, mets-toi devant le micro. Et boum, puis je l'ai fait, puis boum. J'ai même pas reconnu ma voix, c'était pas moi qui l'avais fait. Et puis, on m'a rappelé, et puis. Ça s'est fait comme ça. Alors, quelle star, star aujourd'hui, parce que j'imagine qu'à l'époque ils n'étaient pas forcément. Vous avez commencé, je sais que vous avez commencé par des Tom Cruise au début de sa carrière. Oui, tout à fait. Et comment ça est arrivé ensuite le doublage des stars en fait, qui sont la star aujourd'hui? Vous avez essayé plusieurs rôles ou comment ça non, c'est-à-dire que c'est un choix des distributeurs et des directeurs artistiques. C'est-à-dire que ils vous ont pas fait passer des castings pour votre voix? Parce que je sais que des fois les clients qui payent justement pour que ça soit doublé, ils ont des attentes assez précises. La responsabilité du directeur artistique actuellement n'est plus la même que celle de ces directeurs artistiques gigantesques qui s'appelaient Jacques Wilmetz, Jacques Barclay, Richard Hens, le papa de Madame Catherine Deneuve, qui était un monsieur extraordinaire. Et c'est eux qui avaient le pouvoir décisionnaire. Et les distributeurs se pliaient, parce que c'était de très grands directeurs artistiques qui allaient au théâtre tous les soirs. Donc ils savaient ce qui... Ils connaissaient tout par cœur. Tous les acteurs, ils connaissaient par cœur. C'est différent aujourd'hui. Aujourd'hui... Le directeur artistique n'est plus pareil alors. Il est pris par le temps, par le budget. Il faut livrer la veille. C'est-à-dire qu'on demande à des jeunes comédiens d'avoir toutes les ficelles du métier en commençant. C'est pas possible. Ce qu'il y a de plus dur à faire dans le métier, c'est les ambiances. Maintenant, les ambiances sont ça coûte trop cher. Et c'est quoi exactement les ambiances? Voilà, on est dans un bar. On enlève nos voix. Voilà, on peut reprendre. Ça, c'était une ambiance. Et bien, à l'époque, il fallait recréer cette ambiance-là. Comment la recréer? Maintenant, c'est fini. L'ambiance, elle est dans la veillée ou elle est au maître. Ou alors, ils vont cliquer dans de la mémoire. C'est tout. Et la voix, vous la mettez par-dessus, alors? Quand on dit, par exemple, pour vous, que vous faites 6 lignes plus ambiance, ça veut Pardon? dire... Quand on vous dit que vous faites tant de lignes plus ambiance, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire parce que j'ai plus ce genre de contrat.
mais ça veut dire de façon extrêmement explicite, vous avez un rôle, un personnage qui a 6 lignes de texte, et puis ambiance, ça veut dire que vous avez participé justement à cette ambiance de bistrot. Bon là il y avait 2 dames exceptionnelles, et il y a un patron de bistrot qui fait ouais, me fait procher sur la 6 et tout, envoie la 24. Bah c'est vous qui avez fait le truc dans le fond. D'accord, ok. Et on sait que dans le doublage, vous êtes à la barre, vous avez le micro, le texte il défile en fait sur l'écran. Oui, pas dans ce sens-là, dans ce sens-là. Dans l'autre sens, pardon. Et comment vous faites pour... c'est à vous de vous caler pile sur les... ou est-ce qu'il y a aussi quelqu'un derrière qui peut recaler Ah bah il faut dire... Non, alors là... Un technicien du son. Théoriquement... Voilà, je l'ai retapé quand je suis venu me payer, j'avais ouvert une table. Théoriquement, on doit être synchrone. C'est écrit pour qu'on soit synchrone. Marché. Les adaptateurs... Retour, faut l'annuler. Parce que je l'ai retapé moi quand je suis venu me payer ce matin. Tout à l'heure. Mettez le truc à la caisse avec les billets. Les adaptateurs s'emmerdent à faire des textes, tu vois, pour que ce soit synchrone. Donc, théoriquement, si tu le joues comme c'est dans l'original, avec la même intention que dans l'original, ça doit être synchrone. Et actuellement, les comédiennes et comédiens ont énormément de chance d'avoir des monteurs son hors du commun. C'est-à-dire qu'avant, c'était de la magnétique. 24 images secondes. Ça s'appelle une ambiance, ça. Tu vois ce qu'il y a derrière. Et donc, maintenant, grâce au numérique, ils font un travail d'artiste parce qu'ils arrivent à rendre synchrone des gens qui ne sont absolument pas. En stretchant un peu, en serrant, en écartant, c'est-à-dire qu'ils prennent le son comme de la limo. Oui, d'accord. Donc ils font ce qu'ils veulent avec en fait. Bah, il faut dire merci à tous les monteurs son, tous les chefs monteurs son. Voilà, c'est tout. Allez-y. Alors, vous avez commencé par... Non, c'est vachement bien. Ah bah voilà, très bien. Attends, bah change de carte, on va fumer une clope parce que j'en peux plus. Attends, qu'est-ce que tu causes, toi? Alors, j'avais une question à vous poser justement, parce que vous doublez beaucoup en tout cas des stars américaines, mais quand on appelle ça star, d'après vous, d'après votre expérience et votre carrière, qu'est-ce que vous appelez une star justement du cinéma? Bah, une star, the star. On prend Orson Welles, Marlon Brando, James Dean, Tuck, et c'est simple, ils sont au bar comme ça, ils sont de dos, ils se retournent, ils font « It's me ». C'est des stars. C'est-à-dire que tous les autres acteurs ont fait le boulot et la star arrive. Mais il y a la star des stars pour moi, alors là, c'est monsieur Daniel Day-Lewis. C'est un monstre. C'est-à-dire que c'est un être à part, qui n'a rien à voir avec la société qui vit dans des collines et dans une baraque en bois là où et tout. Et il a tourné 14 films dans sa vie et il a eu 4 Oscars du meilleur acteur. 14 films, 4 Oscars. En une seule carrière. C'est même pas une carrière, c'est-à-dire qu'il tourne un film quand il en a envie. Mais il s'investit tellement, il faut prendre le dernier, la Lincoln par exemple. Il a réfléchi pendant 6 mois en lisant le script et il s'est dit mais non ça c'est impossible. Alors il a rappelé Steven Spielberg en lui disant c'est pas possible, Lincoln, qui c'est qui va jouer Lincoln, vous êtes cinglé. Et M. Spielberg lui a dit écoutez relisez bien parce que il y a quand même beaucoup de travail et tout. Bon, alors il a relu, puis il l'a rappelé 3 mois plus tard, il lui a dit bon écoutez je ne sais pas quand on tournera, mais je vais me pencher sur le sujet. Et pendant 1 an, je ne sais pas combien il a perdu de kilos, combien il s'est fait la gueule, mais je veux dire la gueule absolue de Lincoln. Et il a travaillé sur l'histoire, sur sa façon de penser, surtout intellectuellement et tout.
Et ça donne ce qu'il y a à l'écran, c'est-à-dire la 7e merveille du monde, c'est Lincoln. Et Donc c'est carrément Monsieur Spielberg encore un qui a eu- Oscar. c'est complètement Monsieur Spielberg qui a eu du mal à... Mais c'est Monsieur Spielberg qui a eu du mal à avoir Monsieur Daniel Day-Lewis. Et ça n'est pas la voix. En général, c'est l'inverse, mais là... Non, là, c'est pas le cas. D'accord. Pour avoir Monsieur Daniel Day-Lewis au téléphone, c'est impossible. Car il n'a pas le téléphone. En revanche, on arrive à avoir Monsieur Patrick Poivet au Oui, téléphone, bah là, c'est facile, c'est- avec des efforts. C'est mais- normal, mais c'est personne qui aura rien. J'avais on va dire une dernière question. La question que je pense beaucoup de monde se pose, moi je me suis toujours posée. Avez-vous rencontré des stars que vous doublez, comme par exemple principalement Don Johnson, Bruce Willis Bah, j'ai rencontré les deux. Vous avez rencontré les deux. Oui. À quelle occasion? Bah, Monsieur Bruce Willis, pourquoi? Parce que sa fille fait des études à Paris. Une fille très brillante. Et donc il est à Paris de temps en temps. Quant à Monsieur Don Johnson, on s'est rencontrés au Palais des Festivals à Cannes. Et ce fut une très belle soirée. Longue, mais très belle. Mais vous ne participez jamais, à la promotion, entre autres, des films que vous doublez en France. Si on me le demande. Mais le sujet, c'est pas moi, c'est Monsieur Bruce Willis, c'est Don Johnson, c'est Tom Cruise. Moi, qu'est-ce que je suis? Je suis un petit personnage qui vient se glisser derrière, Mais qui essaye d'abîmer le moins possible le film. Ouais, bah justement, pour les yeux du public en France, pour les yeux du public, c'est vous faites quand même une grosse partie du travail. Et comme vous l'avez dit, c'est 87% des recettes d'un film. Alors, quand on signe un contrat, on a un phénomène de confidentialité. D'accord. C'est par rapport à vous, par rapport au travail que vous faites. Non, par rapport au produit, par rapport à la communication, par rapport à la distribution, par rapport à la production, on signe des contrats de confidentialité absolue, c'est-à-dire qu'on n'a rien à dire et on ferme sa gueule. C'est comme ça. D'accord. Est-ce que c'est eux qui choisissent au fil du temps les gens qui les doublent? Comme je crois que c'est M. Schwarzenegger, c'est lui qui a choisi. Enfin, j'ai entendu dire a priori qu'il y a des acteurs qui demandent à avoir telle voix en France par exemple. Est-ce que ça fonctionne pareil pour tous les acteurs ou est-ce que c'est votre directeur artistique qui Ça dépend de... Si les distributeurs américains ont gardé les droits sur l'exploitation européenne, à ce moment-là, votre nom est dans le contrat. Si ce sont des distributeurs français, c'est eux qui, Ils font ce qu'ils veulent. choisissent en fait. je pense que... D'accord. Et comment ça se fait qu'au fil du temps, vous ayez doublé tout le temps par exemple la même personne? Comment on commence à doubler une personne et qu'ensuite ça continue Bah nous, on n'y est pour rien, c'est surtout la personne qui devient une star. Des fois, elle démarre dans une C'est eux qui série. font en fait Et- c'est eux qui vous donnent du travail en quelque sorte. Et puis, si le public est d'accord avec la voix qu'on leur colle, bah, ça marche. Voilà. Mais c'est eux qui font le boulot. Nous, on est rien. Mais il faut quand même que vous correspondiez un minimum au personnage. C'est-à-dire les trahir le moins possible. Essayer d'être le plus proche de ce qu'il y a à l'écran dans l'original. Ce qu'il y a dans la VO, quoi. Et nous, on essaye de les abîmer le moins possible. Ça veut dire quoi? Si on arrive à rendre 85% de ce qu'il y a dans l'original, on a bien travaillé, je crois. Est-ce que vous faites un travail sur vos cordes vocales, sur votre voix, suivant les personnages que vous interprétez? Ou est-ce que vous restez vous-même à chaque fois? Non, on change son timbre, on peut se balader, on prend une voix de tête, on prend une voix mezzo, ça dépend de ce qu'il y a à l'écran. Si vous avez un acteur anglo-saxon, vous n'allez pas le jouer de la même façon. Oui, c'est suivant. C'est pas pareil. En fait, vous vous adaptez au personnage que vous avez. Complètement, c'est-à-dire qu'on est comédien. Oui, comédien et non pas doubleur professionnel. Non, surtout Comme vous pas. l'avez dit la dernière fois. Non, ça n'existe pas. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. À voter. Merci beaucoup, monsieur. Bon courage. Merci beaucoup. Merci à Bon vous. courage à Ça vous. fait, Youpi pauvre con.